retrouve pour un nouvel épisode d'Apprendre des plus grands. Et comme vous en êtes douté, il s'agit aujourd'hui de Sony. Effectivement. Donc Sony est une entreprise un petit peu particulière. Tout d'abord, c'est parce que c'est une entreprise qui est américano-japonaise. Effectivement, même si à la base elle est censée être issue du Japon, c'est une entreprise qui est très compartimentée. Vous avez Sony Pictures, vous avez Sony Entertainment, vous avez Sony au niveau de l'IFI et du son. Voilà, ça commence à être un petit peu le bordel, on va dire. Pourtant, tout est lié, mais eux, ils ne fonctionnent pas comme ça. Alors ça, c'est l'une des méthodes un petit peu japonaises, dans le sens où au Japon, tout est un petit peu découpé. Sony Entertainment est né suite à la trahison de Nintendo, qui s'est déroulée au CES de 1991. 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 1994, sortait la première console de Sony, qui était la PlayStation 1. Concrètement, Sony a su se démarquer de la concurrence, il était un outsider, si bien qu'ils avaient un projet avec Nintendo de concurrencer Microsoft sur le fait de créer en fait une console avec des lecteurs CD-ROM pour pouvoir directement concurrencer l'ordinateur et le Macintosh aussi. Mais leur cible, avant toute chose, c'était Microsoft. Cette technologie ne sortira pas pour le grand public, cette alliance n'aura pas lieu, et c'est la PlayStation qui va faire office de nouvelles consoles, de nouvelles générations. Ça va être la première console qui va, premièrement, balayer la concurrence, si bien que c'était un outsider, parce qu'il existait d'autres consoles qui étaient déjà en place. Vous avez les deux géants qui étaient Nintendo et Sega, mais il y avait d'autres consoles un peu moins connues, un peu moins produites, notamment aux États-Unis et au Japon, alors qu'en France on en avait encore moins que ce qu'il y avait. Il y avait environ une dizaine de consoles, pas loin. Sony, en arrivant sur le marché, il a balayé tout le monde. Et en plus de ça, il a fragilisé Nintendo et il a mis à terre Sega. C'est extraordinaire. Donc, concrètement, ce qui est intéressant, c'est de voir que Sony, qu'est-ce qu'ils ont apporté? 3 choses. Tout d'abord, ils ont apporté la 3D. Il y avait très peu de consoles qui proposaient des jeux en 3D, avec des vrais polygones. Il y en avait quelques-uns, il y avait quelques jeux, mais c'était pas le but premier de la console lorsqu'elle était sortie. Elle n'avait pas du tout la technologie pour pouvoir permettre un affichage de polygones conséquent et donc d'afficher de la 3D. Ça, Sony est arrivé et a balayé un petit peu tout le monde par rapport à ça. Sega va arriver également avec sa console, avec une console 3D qui sera la Sega Saturn, mais comme vous le savez, malheureusement, ça va être un échec. Quant à Nintendo, ils auront sorti leur Nintendo 64. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au Japon, Sony s'adressait surtout à des ingénieurs, à des personnes qui étaient cultivées, et parce que les jeux qui étaient présents au Japon avaient énormément de mal à sortir du territoire, parce qu'ils devaient être d'abord traduits en anglais, puis après en français, et du coup le public n'était pas le même. Il y avait beaucoup de jeux en fait au Japon qui étaient des jeux de rôle, des jeux sérieux, dans le sens où il y avait un véritable scénario aussi, et ça c'était très important. Donc du coup ces jeux ont eu du mal, ils sont arrivés très tardivement, pas tous, mais très tardivement sur les consoles de Sony. Ça existe encore aujourd'hui, mais simplement ça prend énormément de temps à traduire, de ressources humaines, etc., etc. Dans les autres pays, les gens jouaient surtout à des jeux d'arcade, des jeux de combat, ou alors des GTA. Voilà, c'est pas du tout le même public. La signification du mot Sony, c'est que ça signifie sonus, qui en latin correspond à être sonore, mais il y a aussi une autre particularité de la marque Sony, c'est Sonny Boy. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en Amérique, il y avait une expression qui était Sonny ensoleillé et Boy garçon. Garçon ensoleillé. C'est en fait ce que ça signifiait. Tout va bien, je réussis tout ce que j'entreprends, etc. Ça rappelle un petit peu Think Different de Apple. Voilà, c'était un petit peu le contexte de l'époque. Voilà. Donc ça, c'est vraiment particulier. C'est-à-dire que le public Sony est très différent. Et la troisième chose que Sony a ajouté et apporté surtout dans le monde du jeu vidéo, mais pas que dans le monde du jeu vidéo, ce sont les cartes mémoire. Pour la première fois, nous avons pu avoir la possibilité de prendre notre sauvegarde et l'amener chez notre ami, chez notre pote, chez les cousins ou autre. D'accord? Ça, c'est très important. On avait la possibilité de sauvegarder notre progression. Et forcément, parce qu'il y avait une histoire, il y avait des choses, on pouvait partager. Cet aspect partage qui était très important. Et bien entendu,
les cartes mémoire qu'il y avait sur la PlayStation, ça a donné un petit peu plus tard ce genre d'outils, les clés USB. Voilà. Et oui, aujourd'hui nous sommes équipés de clés USB, des cartes mémoire flash en fait, hein, c'est du flash. Et c'est grâce à Sony, grâce à leur PlayStation, que nous avons pu avoir ce genre d'outils, de cartes mémoire sur vos appareils téléphoniques, nomades ou autres. Il y a des changements assez interminables par rapport à la concurrence, et ce qui fait qu'on n'a pas cette immédiateté de plaisir pour pouvoir jouer, se détendre ou autre, qui malgré ça a réussi à faire sa place à travers le monde du jeu vidéo. Prochainement, il va y avoir la sortie de la 9e génération de console avec la Xbox Series X et aussi la PS5. Sony a la lucidité de prendre en considération que c'est bientôt la fin des consoles, dans un premier temps, mais aussi qu'il faut porter les jeux pas seulement sur console, mais aussi sur PC, parce que ça coûte très très cher de créer un jeu, donc c'est plus du tout rentable de créer un jeu uniquement que sur une console. Voilà. On sait que Sony souhaiterait aussi réitérer l'expérience avec la PS2, la faire durer 10 ans, tout simplement pour plusieurs raisons. C'est que l'arrivée de ces nouvelles consoles apporte de véritables révolutions technologiques. Nous allons passer à la 4K, prochainement aussi à la 8K. Est-ce qu'elles seront équipées ou pas? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, beaucoup de nouvelles technologies vont arriver et c'est une amorce vers une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de programmer, une façon d'interagir et de communiquer. Et ça, l'arrivée de ces consoles-là marque également cette rupture avec les anciennes technologies. Et ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, vous avez pu voir aussi la forme des nouvelles consoles qui ressemblent de plus en plus à des ordinateurs. Également, les nouvelles technologies qu'ils embarquent, telles que l'intelligence artificielle pour gérer la lumière, c'est le ray tracing, et plein d'autres technologies, c'est pas l'objet de la vidéo, mais ils ont la particularité de faire de la recherche et du développement, mais aussi de sortir et de le mettre sur le marché pour pouvoir vendre leurs recherches. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous avez eu le Glove de Sony, vous avez eu Lightoy aussi, plein de choses qui ont initié, qui ont amorcé pas mal de nouvelles technologies, et ça a été très intéressant. Tout simplement parce que par rapport à d'autres concurrents ou d'autres entreprises, dans d'autres secteurs d'activité ou autres, ou pas d'ailleurs, beaucoup font des recherches mais ne sortent pas. Donc ça a peut-être un coût assez important. Le fait de réserver un certain capital à la R&D, si vous ne le rentabilisez pas, c'est bien beau de créer des choses, mais si vous ne les brevetez pas, si vous ne les sortez pas pour le grand public, vous n'allez pas avoir un retour sur investissement. Et ça, c'est très important. Sony a toujours fait ça et ça, c'est très très bien. Ça, c'est, voilà. À la différence de Microsoft, eux, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais eux, ils font beaucoup de R&D, mais ils ne sortent pas grand-chose. Voilà. C'est bien de faire de la recherche. Ah, vous cherchez encore? Ok, bon, c'est bien. Voilà. Je pense que vous en doutez, mais pour le prochain épisode d'Apprendre des plus grands, on parlera évidemment de Microsoft. Ça a été aussi une histoire assez particulière, donc on verra ça pour un prochain épisode. Portez-vous bien, pensez à commenter, liker si vous avez aimé, partagez également votre expérience dans les commentaires, vous abonner, vous notifier, et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!